Bon, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire euh, sur le thème de l'actualité liée à notre confinement et déconfinement. Nous accueillons le cabinet Factory, cabinet d'avocats qui vont se présenter à vous. Marine Guille et Quentin Frisoni. Nous accueillons également Denis Chartrère et Valentin Cusiol qui vont parler notamment de l'absentéisme et donc qui sont de Malakoff Humanis. Voilà, notre webinaire va s'articuler autour de trois temps forts. D'une part, le nouveau protocole sanitaire, quelles sont les actualités, la gestion des absences, des arrêts de travail notamment. Le baromètre Malakoff-Médéric sur l'absentéisme nous sera également présenté. Et puis, avec Quentin, nous parlerons du report des charges et de l'exonération des cotisations sociales. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Marine. Bonjour à tous, je me présente, je suis donc Marine Guy, je suis avocate collaboratrice au sein du cabinet Factory et moi je vais vous présenter effectivement la partie droit du travail de ce webinaire ce matin. Comme l'a dit Florence, on va parler des arrêts maladie et on va parler aussi, plutôt des absences liées à la Covid en arrêt maladie et ensuite activité partielle et également rapidement un peu des nouveautés du protocole avec un peu une partie télétravail et une partie test Covid en entreprise. Alors, comme je l'ai expliqué rapidement, dans ce webinaire, on va parler effectivement du nouveau protocole sanitaire, de la gestion des absences. Et ensuite, je laisserai la parole effectivement à Quentin Frisoni. Quentin, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Quentin Frisoni, avocat associé au sein du département charge sociale du cabinet Factory Avocat. Donc, juste pour situer le cabinet Factory Avocat, c'est un cabinet assez récent. On date de un peu plus d'1 an maintenant. On est dédié à la pratique du droit social sous tous ses aspects. C'est-à-dire, ça va des relations individuelles aux relations collectives avec tout l'aspect charge sociale, protection sociale, URSSAF. Pour ma part, je reviendrai spécifiquement sur toutes les mesures d'aide, mais au niveau charge sociale qui ont été mises en place, avec le premier volet de mesures qui a été voté au mois de juin, et le deuxième volet de mesures qui vient d'être publié, qui vient d'être voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, plus plein de petits éléments annexes sur le régime social de la PLD, l'incidence sur les droits à retraite, toutes ces petites questions qu'on a tendance à se poser, et on trouve toujours des éléments de réponse parfois différents à droite et à gauche. Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire une présentation extrêmement longue, c'est vraiment de faire des éléments de rappel très clairs, mais n'hésitez pas à poser des questions pour les problématiques pratico-pratiques, on se fera un plaisir d'y répondre avec Marine. La première thématique qu'on va évoquer en droit du travail, c'est effectivement le protocole sanitaire. Vous l'avez également constaté, à la sortie du premier confinement, on a tenté de donner un peu des directives aux entreprises, comment gérer finalement la reprise de l'activité et comment allier reprise et situation de crise sanitaire. Donc ce protocole, vous le connaissez désormais, on parle télétravail, on parle de comment gérer les tests en entreprise, qui va être référent Covid, comment on gère quand une personne cas contact est déclarée en entreprise. Donc ça, j'imagine que ce sont des thématiques que vous connaissez plutôt bien. On va revenir après rapidement sur le télétravail et notamment les tests. Il y a aussi par contre une nouveauté au sein de ce protocole qui a été revu en ce début d'année, en octobre et en novembre. C'est la publicité que l'employeur se doit de faire dans l'entreprise pour l'application Tous Anti-Covid. Alors, je ne sais pas du tout si vous l'avez vous-même téléchargée. Cette application, finalement, en fait, elle permet aux salariés d'être alertés, aux salariés ou même nous, dans notre vie quotidienne, finalement, d'être alertés si on a été ou non en contact avec une personne positive au Covid. Donc, c'est une application plutôt simple quand on la regarde. C'est une interface assez, elle parle plutôt à tout le monde et on peut notamment générer ces attestations de déplacement via cette application. Donc, désormais, il est demandé à l'entreprise de faire une publicité de cette application auprès de ses salariés. Alors, effectivement, aussi, un des thèmes principaux de cette année 2020 a été quand même le télétravail. Donc, en début mars,
quand le premier confinement a été annoncé, effectivement, toutes les entreprises ont eu la consigne de se mettre en télétravail. Alors, j'imagine que dans nombre d'entreprises, ce télétravail-là n'était pas nécessairement très encadré au départ. Ça a été un petit peu fait sur le tas. Nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on conseille pas mal quand même à nos clients en termes de mise en place du télétravail, c'est de formaliser finalement ce recours. Pourquoi ? Parce que finalement, on imaginait que ce télétravail allait se mettre en place à l'instant T, n'allait pas durer autant, surtout en termes d'années. Et surtout, il est important de formaliser ce recours, de formaliser notamment les contreparties, comment contrôler le télétravail, comment les salariés peuvent notamment avoir recours à leur ordinateur, au matériel, etc. Nous, on conseille quand même de soit prendre un accord collectif ou à tout le moins de prendre une charte pour qu'on ait vraiment un cadre ancré dans l'entreprise de recours au télétravail. Donc aujourd'hui, quand on regarde finalement le protocole sanitaire, qu'est-ce qu'il nous conseille bien évidemment? C'est d'une part, dès que c'est possible, de tous les salariés, effectivement, quand leur activité le permet, c'est d'être en télétravail à 100%. Quand effectivement on a des activités qui ne peuvent pas totalement être en télétravail, on doit modifier l'organisation de l'entreprise pour permettre aux salariés de venir sur le site effectuer les activités pour lesquelles ils doivent être en présentiel, mais ce déplacement dans l'entreprise doit être contrôlé de manière à effectivement que tous les salariés ne se retrouvent pas le même jour à venir effectuer leurs tâches qu'ils ne peuvent pas faire à leur domicile. Donc là, ça suppose que vous, en interne, vous mettiez finalement en place un roulement, donc soit par contrôler les horaires des salariés, demander à certaines personnes de venir tôt le matin, d'autres de partir plus tard le soir, de manière à ce qu'il n'y ait pas finalement énormément de personnes qui se retrouvent en même temps sur le site de l'entreprise. Et ensuite, effectivement, le cas où on ne peut pas télétravailler, là encore une fois, ça demande de l'organisation en amont, raison pour laquelle ça peut être pas mal, comme je le vous disais juste avant, de mettre en place finalement, de formaliser ce recours au télétravail et dans une charte d'expliquer comment on attend que les salariés se comportent, comment on attend que les salariés arrivent sur l'entreprise, prennent par exemple l'ascenseur ou telle entrée, se réunissent notamment à la cantine pour manger. Enfin voilà, ce sont des notions de gestion dans les locaux de l'entreprise qui doivent être assez formalisées et précisées. Il y a aussi un autre point qui est intéressant qui a été récemment mis en place. Comment, dans l'entreprise, on est capable d'identifier les activités qui peuvent être télétravaillables et celles qui ne peuvent pas. Le gouvernement a mis en place en fait une méthode en 3 étapes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. En fait, il permet finalement d'accompagner le service, j'imagine, RH au sein des entreprises pour mettre en place ce télétravail. Il préconise une méthode en 3 étapes. La première étape, c'est en fait d'identifier tous les postes au sein de l'entreprise. La deuxième étape, c'est en fait pour ces postes-là, d'identifier les difficultés qui sont relevées, par exemple les activités pour lesquelles normalement le télétravail n'est pas possible et il suppose une venue au sein des locaux. Une fois qu'on a ces 2 étapes-là, la 3e étape consiste à identifier les solutions qu'on peut apporter aux activités pour lesquelles un déplacement est rendu nécessaire. Et en fait, ces solutions-là doivent permettre finalement de réduire à minima les déplacements des salariés au sein de l'entreprise. Donc, c'est une méthode en 3 étapes. Cette méthode-là, il est conseillé de la réaliser avec le salarié concerné pour que lui aussi, potentiellement, comme il a l'habitude de réaliser ses tâches plus qu'un service RH qui, lui, ne va pas nécessairement connaître les réalités pratiques du métier de cette personne-là, afin d'ensemble trouver des solutions pour limiter ces déplacements. Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais j'imagine que vous l'avez certainement fait au sein de vos entreprises. Quand on parle de mise en place du télétravail, dans une situation normale, donc pas en période de crise sanitaire, normalement, il faut évidemment associer le CSE à cette mise en place au regard de ses attributions générales de contrôle des conditions de travail des salariés. En revanche, là, dans le cas effectivement du télétravail mis en place en réaction à la crise sanitaire, il nous est permis de consulter le CSE a posteriori de la mise en place du télétravail. Enfin, on imagine bien qu'aujourd'hui, le télétravail devient un sujet effectivement encore plus important dans la mesure où vous êtes bien évidemment au courant qu'un ANI a été récemment signé, le MEDEF en est signataire, qui effectivement pousse les entreprises à réellement, une nouvelle fois,
mettre en place un réel cadre de télétravail, comme la pratique veut finalement un peu s'étendre sur la durée. Et quand on lit l'ANI, on voit même que finalement le télétravail devient un peu un critère de sélection des entreprises, des collaborateurs qui souhaitent potentiellement pouvoir rester chez eux et avoir une plus grande liberté dans l'organisation de leur travail, ce que permet justement le télétravail. Donc ça, c'était le premier point du protocole. Le deuxième point, effectivement, c'est les tests de dépistage. Alors effectivement, à la sortie du premier confinement, on a quand même eu un peu des grandes interrogations sur ce qui allait être possible ou pas en entreprise. On a vu notamment le gouvernement et certaines entreprises un peu s'opposer sur la politique à mener. On se rappelle notamment de Veolia qui, dès la sortie du confinement, avait annoncé qu'ils prendraient la température de tous leurs collaborateurs, qu'il y aurait des tests PCR, des tests sérologiques. Donc, il y avait quand même un peu un cafouillage sur ce qui était possible ou pas de faire en entreprise et ce que pouvait faire l'employeur. Le protocole sanitaire, initialement, il n'avait pas du tout permis la possibilité à l'employeur de tester ses salariés. Bien au contraire, l'entreprise était simplement finalement un relais d'information. Donc, relayer les messages donc, des autorités sanitaires. Il devait gérer les personnes symptomatiques, les cas contacts, évaluer donc le risque de contamination. C'est finalement un rôle préventif. Aujourd'hui, il y a eu effectivement des évolutions en termes de tests. L'employeur peut désormais faire ce qu'on appelle le test antigénique. Donc juste, j'imagine que vous le savez aussi, mais on parle de test PCR. Le test PCR, il permet en fait de détecter le génome du Covid, si on est infecté ou non. Les résultats sont plus ou moins longs, on parle de 48 heures si les laboratoires ne sont pas sous l'eau. Par contre, le test antigénique, lui, il est plus rapide, on a le résultat entre 15 et 30 minutes et on permet à l'employeur effectivement de faire tester ses salariés. Donc ce ne sera naturellement pas l'employeur qui procédera au test, ce sera plutôt le service de santé au travail ou peut-être un organisme extérieur qui est mandaté pour le faire. Et ce test sera entièrement financé par l'entreprise. Une fois qu'on a parlé de ça, on peut quand même se poser la question en entreprise. On teste les salariés, on récolte des données personnelles sensibles de santé. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? La CNIL s'est prononcée à plusieurs reprises sur le sujet. Certes, le test se fait au sein de l'entreprise. Néanmoins, l'employeur à aucun moment ne doit être destinataire des informations issues de ce test-là. C'est uniquement le service de santé qui doit gérer ça. On met sous une enveloppe et on l'envoie directement aux salariés sans que l'employeur ne traite ces données personnelles et ne les collecte. Enfin, pour terminer sur le protocole sanitaire, quel est le rôle aujourd'hui des services de santé au travail? Lors du premier confinement, effectivement, il y avait un décret qui avait été pris pour préciser le rôle du médecin du travail, lui donner un peu plus d'ambivalence dans la gestion de cette crise sanitaire. Très récemment, le 2 décembre dernier, il y a une ordonnance qui a de nouveau été prise qui permet à nouveau à l'employeur d'avoir un réel rôle, au médecin du travail, d'avoir un réel rôle dans la gestion de la crise. Notamment, il peut prescrire et réaliser des tests. Le médecin du travail, c'est lui qui gère les campagnes de vaccination. Il peut prescrire à nouveau des arrêts de travail en cas d'infection ou de suspicion de Covid-19. Là, on attend notamment, il y a un projet de décret qui en attend sur la possibilité pour le médecin du travail de générer des certificats médicaux pour les personnes vulnérables qui leur permettent derrière d'être positionnés notamment en activité partielle ou en arrêt maladie s'ils sont contaminés. Alors ça, c'était la première thématique, effectivement, sur le protocole sanitaire. La deuxième thématique que l'on va aborder, effectivement, c'est la gestion des absences liées à la Covid-19. Là, effectivement, cette frise était importante finalement à faire et à visualiser parce qu'on se rend bien compte finalement qu'il y a eu une évolution dans la gestion finalement des absences liées à la Covid-19. En mars 2019, quand le virus est devenu finalement un peu incontrôlable, la première réaction du gouvernement a été d'élargir en fait le système des arrêts maladie pour permettre immédiatement en fait de retirer de l'entreprise les salariés qui étaient éventuellement cas contact, qui devaient gérer leurs enfants qui étaient eux-mêmes cas contact ou positifs au Covid. Et là, le dispositif qui avait été mis en place, c'est l'arrêt maladie. Ce dispositif, on va le voir après, a été aménagé de manière finalement à ne pas préjudicier aux collaborateurs qui se retrouvent contraints en fait de ne pas pouvoir travailler, mais ils devaient continuer à percevoir leur rémunération intégralement
raison pour laquelle le gouvernement avait aménagé ce dispositif-là pour ne pas préjudicier à ses collaborateurs. Notamment donc, les salariés atteints de la maladie, ils avaient une indemnisation donc, sans condition d'ancienneté, il n'y avait pas de délai de carence, ils percevaient tout de suite les IJSS et le complément employeur. Ensuite, par rapport aux salariés donc, qui faisaient partie des personnes à risque, donc dites vulnérables, il y avait un téléservice de déclaration en ligne, donc c'était eux-mêmes en fait qui généraient le certificat médical, sous réserve effectivement de remplir certaines conditions pour être considérés comme personnes vulnérables. Et enfin, il y avait aussi les salariés confinés par nécessité de garder donc, leurs enfants de moins de 16 ans qui avaient leurs écoles notamment qui étaient fermées. Alors là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en principe, c'était à l'employeur de remplir le certificat et non au salarié lui-même. Et là, avant de remplir ce certificat-là, il fallait effectivement constater avec le salarié qu'il n'y avait pas d'autre solution et que la seule solution pour lui était d'être mis en arrêt maladie dans la mesure où il ne pouvait pas exercer ses fonctions de chez lui, donc en télétravail. À la sortie du premier confinement, effectivement, le dispositif d'arrêt maladie a été réduit aux personnes cas contact, aux personnes positives, et on a sorti du dispositif d'arrêt maladie, donc les personnes contraintes de garder leurs enfants et les personnes vulnérables. Donc, pour les personnes contraintes de garder leurs enfants, il y a effectivement eu le dispositif d'activité partielle qui a été mis en place à la sortie du confinement. Il fallait néanmoins que les personnes attestent donc que leur enfant ne pouvait pas être pris en charge par leur école, qu'ils avaient un certificat soit de fermeture de l'école, soit que l'enfant était cas contact ou cas positif, donc ils devaient le transmettre à l'entreprise. Là, on essaie encore une fois de trouver une solution, donc de mettre en place le télétravail. Et si ce n'était pas possible, de faire bénéficier donc le salarié de l'activité partielle et donc de le déclarer sur la fameuse plateforme que les entreprises avaient l'habitude d'utiliser en cas d'arrêt total ou partiel de leur activité. Donc là, il y avait eu quand même un peu des difficultés parce qu'on se demandait, oui, mais moi, en tout cas, nos clients ont eu pas mal ces questions-là, mais moi, j'ai un salarié qui me dit que son enfant ne peut pas être à l'école, mais je n'ai pas de certificat de l'école, de la réalité finalement, de l'impossibilité pour le parent de mettre son enfant à l'école. Alors, normalement, nous, ce qu'on se conseillait, effectivement, c'était que dans ces cas-là, la personne ne peut pas bénéficier de l'activité partielle pour la simple et bonne raison que si vous avez un contrôle de l'administration et que vous ne justifiez pas de ce certificat-là, c'est l'employeur qui serait responsable de détourner le dispositif d'activité partielle. Raison pour laquelle, finalement, une personne qui ne donnait pas ce certificat-là pouvait être soit sanctionnée, soit avoir soit que son salaire soit diminué du nombre de jours où il n'était pas là pour garder son enfant. Ce dispositif d'activité partielle avait été suspendu pendant les vacances effectivement d'été et a été remis en place au mois de septembre pour à nouveau permettre aux parents de ne pas perdre de rémunération si leur enfant n'était pas gardé par l'école. L'autre cas particulier effectivement de gestion d'absence, c'était les personnes vulnérables. Aujourd'hui, il faut 2 conditions pour pouvoir être en activité partielle lorsqu'on est personne vulnérable. Donc, effectivement, on a une liste qui a été faite de maladies pour lesquelles on considère que la personne est vulnérable au Covid ou de situations, notamment les femmes enceintes qui sont dans leur 3e trimestre sont considérées comme personnes vulnérables. Donc, ça, c'est la première condition, donc remplir une condition de pathologie finalement. Et la deuxième condition pour pouvoir être positionné en activité partielle lorsque l'on est une personne vulnérable, c'est qu'on ne peut pas travailler ou alors que l'employeur ne peut pas mettre en place de moyens de protection adaptés. Ces moyens de protection adaptés, ils sont listés, notamment c'est un isolement du poste de travail, qu'une personne va vraiment nettoyer entièrement les surfaces où plusieurs personnes peuvent se regrouper, dont la personne vulnérable, de manière à ce qu'elle n'attrape pas la Covid-19. Donc voilà, ce sont les conditions pour lesquelles une personne vulnérable peut bénéficier de l'activité partielle. Alors, naturellement, il peut y avoir un débat sur oui ou non, est-ce que mon employeur a mis suffisamment en place ces moyens de protection adaptés? Et s'il y a un désaccord, par contre, on prend le principe, c'est vraiment la sécurité du salarié et on va attendre finalement que le médecin du travail se prononce et on va positionner la personne vulnérable en activité partielle dans cette attente-là. L'autre question, effectivement, qui se pose aujourd'hui, c'est la gestion des cas contacts. Qu'est-ce qui se passe quand, en entreprise, j'ai un cas contact? Donc là encore, on a fait une frise pour réellement comprendre quelle est la chronologie de l'ensemble de ces étapes. Donc tout d'abord, finalement, il y a une personne qui va être considérée comme positive à la Covid-19. Normalement, quand elle fait un test PCR,
la caisse d'assurance maladie va l'appeler pour lui demander quelles sont les personnes avec lesquelles elle a été en contact et qui sont donc définies comme cas contact. On parle de cas contact, il y a des conditions strictes finalement pour être considéré cas contact, un rapprochement de plus de 15 minutes, sans masque. C'est vraiment, enfin, on ne va pas considérer qu'une personne qu'on croise est nécessairement cas contact. Donc la personne qui est positive à la Covid va devoir informer donc l'assurance maladie des personnes qu'elle a rencontrées et qui seraient potentiellement cas contact. L'assurance maladie va contacter ces personnes et ces personnes vont devoir déclarer donc sur le site une nouvelle fois de l'assurance maladie qu'elles ont été cas contact. Et là, un certificat d'arrêt de travail va être normalement généré pour 7 jours si effectivement le télétravail n'est pas possible. On peut se poser effectivement la question de savoir, mais alors finalement, quand je suis cas contact ou quand je suis cas positif au Covid, est-ce que j'ai l'obligation d'informer mon employeur? La réponse est non. Enfin, la personne n'a pas l'obligation d'informer l'employeur. Normalement, elle informe juste l'assurance maladie qui, elle, gère d'informer les personnes cas contact et gère normalement elle gère de générer en fait les arrêts maladie qui permettent derrière de séparer les personnes cas contact du lieu de travail. Donc ça, c'est la première étape. On identifie les cas contacts et elles restent normalement isolées pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours-là, donc on s'interroge, est-ce qu'on a une possibilité de travailler ou non? Donc si pas possibilité de travailler, on fait effectivement un arrêt de travail. À la fin de cette période de 7 jours d'isolement, on va faire un test de dépistage. Donc s'il est positif, on continue une nouvelle fois une période d'isolement de 7 jours. Et s'il est négatif, on peut revenir sur le lieu de travail, mais on fait bien effectivement attention à respecter les gestes barrières. Là, dans la période de confinement, la question n'est pas censée se poser, on est supposé donc rester en télétravail. Alors, il y a aussi effectivement une particularité. L'employeur doit toutefois vérifier le nombre de certificats de travail qui sont générés pour l'hypothèse de cas contact, car s'il y a plus de 3 cas contacts dans l'entreprise, il doit contacter l'ARS pour l'informer qu'il y a un cluster dans son entreprise et l'ARS prendra donc des mesures, notamment en partenariat, en collaboration avec le CSE, pour prendre des mesures suffisantes pour limiter effectivement la propagation du virus, mais à la fois permettre que ces personnes cas contact restent anonymes au sein de l'entreprise. Enfin, pour la dernière thématique de la gestion des absences liées à la Covid-19, c'est récemment, donc c'était au début, à partir de septembre, à la fin des congés d'été, la Covid-19 a été donc reconnue comme maladie professionnelle. Alors, attention, on va distinguer quand même 2 particularités. Il y a une entrée effectivement de la Covid-19 dans le tableau des maladies professionnelles, mais ça concerne toutefois que les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Et néanmoins, pour bénéficier donc de la reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle, il y a certaines conditions à remplir. La première, c'est qu'effectivement, il y a un délai donc, de prise en charge de 14 jours suivant l'exposition au virus. Donc, si la personne a contracté la maladie à la suite de son exposition dans son travail, la Covid-19 dans les 14 jours, c'est la première condition. Effectivement, il faut respecter ce délai de 14 jours. La deuxième condition pour que la maladie professionnelle soit reconnue, c'est que la personne ait une infection respiratoire aiguë. Donc, c'est la deuxième condition, c'est en termes d'impact sur la santé de la personne. La Covid-19 a été contractée dans un délai et a eu un impact effectivement sur ses capacités respiratoires, une affection respiratoire grave avec recours donc de l'oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et naturellement, quand on parle de maladie professionnelle, la troisième condition, il faut que la maladie ait été contractée sur le lieu de travail des personnes travaillant dans le secteur de la santé. Et cette reconnaissance de la maladie professionnelle est aussi permise pour les autres personnes, donc les autres salariés qui ne travaillent pas donc, dans le domaine de la santé. Néanmoins, il faut qu'il y ait un avis finalement d'un comité, donc le comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui se positionne sur le sujet, qui considère oui ou non que la personne a bien contracté cette maladie dans son lieu de travail. Là, on peut quand même s'interroger
sur cette deuxième possibilité de reconnaissance de maladie professionnelle. La Covid-19 est quand même, on est effectivement dans une pandémie. Cette maladie, on peut la contracter sur le lieu de travail, mais effectivement dans notre vie quotidienne. Et on s'interroge réellement sur la possibilité pour le comité de constater si oui ou non la maladie a été contractée sur le lieu de travail. Et au-delà de ça, combien de temps la Covid-19 va être encore un risque pour un travailleur français aujourd'hui. On sait qu'il y a des vaccins, etc. Donc, c'est quand même une position qui a été prise sur la reconnaissance de la maladie professionnelle qui interroge aujourd'hui. Et on se demande au long terme, est-ce que beaucoup de personnes vont pouvoir être considérées comme atteintes d'une maladie professionnelle en tant que Covid-19. Donc, c'est réellement des interrogations aujourd'hui qu'on se pose et l'intérêt de cette seconde possibilité pour les personnes qui ne travaillent pas dans le secteur médical. Voilà, j'en aurais terminé pour la partie en droit du travail. Je vais laisser la parole à Quentin. Merci, merci Marine. Alors, pour ma part, je vais commencer par la situation des arrêts de travail côté paye. Vous savez que quand un salarié est en arrêt de travail, il y a 2 points. Il y a les indemnités journalières de sécurité sociale, premier élément, et le cas échéant, deuxième élément, le maintien de salaire de la part de l'employeur. On a eu toute une série d'arrêts qui ont été créés avec des obligations en termes de maintien de salaire, des reculs en arrière, des évolutions. Donc là, on va faire un point à date sur quelle doit être votre pratique paie. Pour ce qui est d'un arrêt de travail de droit commun, c'est-à-dire un arrêt de travail classique, un salarié malade tout simplement, eh bien, il va avoir droit aux indemnités journalières de la part de la sécurité sociale avec le délai de carence habituel de 3 jours. Il va avoir droit au maintien de salaire légal ou conventionnel, selon que vous appliquez ou non une convention collective, selon les conditions habituelles. Donc, rien de nouveau, pas de particularité sur ce point. Pour ce qui est des salariés cas contact qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, indemnité journalière de sécurité sociale, ici, on a des conditions dérogatoires. Notamment, il n'y a pas de délai de carence. C'est-à-dire qu'un salarié cas contact qui n'a pas la possibilité de télétravailler, il va percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale dès le premier jour de l'arrêt. Et l'employeur, côté maintien de salaire, eh bien, le maintien de salaire légal a été modifié et avec des conditions dérogatoires. Et l'employeur a l'obligation de maintenir le salaire de son salarié sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale dans des conditions dérogatoires, notamment pas de condition d'ancienneté, parce que vous savez qu'habituellement, le maintien de salaire, il y a une condition d'ancienneté de 1 an. On a supprimé cette condition d'ancienneté. Pas de délai de carence. Le maintien de salaire légal, on a un délai de carence de 7 jours qui a été supprimé. Et ce maintien de salaire n'est pas imputé sur la durée, il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc, c'est l'objectif, en fait, d'un salarié cas contact qui ne peut pas télétravailler, c'est qu'on lui maintienne son salaire dès le premier jour d'arrêt. Alors, il y a eu beaucoup de questions pour savoir si, regardez, moi, je suis soumis à une convention collective. Est-ce que je dois appliquer les conditions dérogatoires du maintien légal au maintien conventionnel? La réponse est loin d'être évidente. À notre sens, c'est non, puisque la loi n'a pas touché aux conventions collectives par définition. Donc, vous restez soumis au maintien de salaire légal dérogatoire et au maintien conventionnel. Charge à vous d'appliquer le plus favorable des deux. Pour ce qui est des salariés personnes vulnérables sans possibilité de télétravailler et des salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans, sans possibilité, enfin, contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans, comme Marine l'a rappelé, initialement, il y avait des arrêts de travail pour ces personnes-là avec des conditions dérogatoires, comme pour les salariés cas de contact qu'on vient d'évoquer. Et désormais, ces personnes-là sont placées en activité partielle. Il n'y a plus de prise en charge par la sécurité sociale, ni de prise en charge par l'employeur. Donc ça, c'est la situation à date qui ne devrait pas évoluer jusqu'au 31 décembre 2020, normalement. Mais bon, on dit normalement, mais tout évolue tellement vite que c'est un peu compliqué, mais ça ne devrait pas évoluer. En janvier, pour l'instant, on ne sait pas. Il y aura peut-être des nouveaux décrets qui seront pris d'ici là et on faudra refaire un point sur la situation. Alors, par contre, je n'ai pas la main sur le support. C'est possible de la slide suivante. Alors, Quentin, on va faire une interruption dans votre présentation pour oui. présenter le baromètre Oui. donc de l'absentéisme établi par Malakoff Humanis. Oui.
Denis, c'est à vous. Bonjour à tous et à tous. Donc je suis Denis Chartrand, moi je suis responsable commercial pour le 94 et 93 pour le Malakoff Humanis, et je suis accompagné par Valentin. Bonjour Denis, bonjour à tous. Je suis Valentin Cusiol et je suis consultant en prévention santé, bien-être et qualité de vie au travail pour le compte du groupe Malakoff Humanis. Et donc j'accompagne Denis pour cette présentation sur un retour concernant les chiffres que nous collectons chaque année sur le thème de l'absentéisme. Ok. L'idée, alors on ne va pas vous présenter l'intégralité de l'absentéisme aujourd'hui, parce que c'est un document qui est relativement long. Avec Valentin, on a fait quelques choix sur cette présentation. On voulait quand même faire un état globalement sur l'absentéisme sur 2019, de quelles évolutions de l'absentéisme dans un premier temps, puis après vous présenter ce qui s'est passé au niveau du Covid, parce qu'on le verra, et finalement les effets du Covid sont en train de durer dans le temps, et notamment sur la partie psychologique, et c'est pour ça qu'on va faire ce lien ensemble aujourd'hui. Donc le premier constat, globalement, l'absentéisme augmente entre 2019 et 2020 de plus 6%. Si on regarde sur les 5 dernières années, on a une évolution de près de 5% par an d'absentéisme. Alors les principales raisons de ces évolutions, évidemment, c'est le vieillissement de la population des salariés, puisque avec le fait qu'on repousse l'âge légal de la retraite, eh bien, on a des salariés de plus en plus vieux, et malheureusement, quand on vieillit, on a de plus en plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, quand on regarde l'âge légal est à 62 ans, mais l'âge réel de départ à la retraite, il est au-delà des 63 ans et demi. Ça, c'est notre côté Agir Carco, où on peut effectivement regarder à quel âge réellement partent les salariés. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte augmentation de cet âge de départ à la retraite. Et puis, une nouveauté aussi qui perdure maintenant de manière assez constante dans les différents baromètres qu'on peut mettre en place, c'est la population de cadres qui s'arrête de plus en plus, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes années. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent maintenant sur tous nos baromètres d'absentéisme. On a les cadres qui s'arrêtent de manière fréquente et sur des durées assez longues. Donc c'est une situation structurelle qui s'installe pour les entreprises, et évidemment derrière tout ça, ce sont les entreprises qui sont de plus en plus sollicitées par rapport à ces arrêts de travail, puisque ça augmente les frais au niveau du paiement des salaires, des augmentations des cotisations des contrats prévoyance, parce que évidemment ça a un impact sur les résultats des contrats prévoyance, le coût du remplacement d'un salarié absent, et évidemment aussi où souvent on a du mal un peu à l'estimer, mais c'est aussi la surcharge de travail pour les salariés présents dans l'entreprise. Ok. Bon, cette étude-là, vous pouvez la trouver, elle est à disposition sur le comptoir de la nouvelle entreprise, qui est un espace sur lequel on publie toutes nos études, nos enquêtes sur le marché du travail de manière générale. Vous le trouvez donc sur le comptoir de la nouvelle entreprise. Et vous en trouverez un certain nombre d'ailleurs, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on stocke les données, la data sur ce sujet-là. Donc, vous pourrez aller chercher ce qui vous intéresse, secteur par secteur, et selon les critères qui vous intéressent. En tout état de cause, ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a 12% des arrêts qui sont des arrêts de longue durée de plus de 30 jours. Comme vous le voyez, c'était 9 l'année précédente. Donc, il y a une augmentation de ces arrêts de longue durée. D'accord. 66% des arrêts sont compris seulement entre 4 et 30 jours, versus 60% en 2019. D'accord. Donc, on avait, évidemment, c'est ce que disait Denis, une tendance à l'augmentation des arrêts de longue durée, et on voit que cette tendance, eh bien, elle augmente et elle continue, elle s'observe année après année, elle se confirme. Et c'est ce qui coûte le plus cher. On le verra, on va y revenir. Les principaux motifs sont les arrêts maladie, de manière générale, les maladies qu'on connaît, les maladies vie privée pour lesquelles on va consulter en cabinet. Et puis ensuite, eh bien, on trouve les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ainsi que les RPS, les risques psychosociaux. Ce sont les principaux facteurs de risque qu'on trouve aujourd'hui. Et ils sont très représentés dans les secteurs, évidemment, de la métallurgie, du BTP et des commerces, puisque on le sait que les facteurs de risque qui laissent apparaître, qui sont prépondérants dans ces secteurs-là, ça va être la précarité de l'emploi et la pénibilité. Voilà.
Alors, je remercie Valentin pour m'avoir laissé présenter la partie suivante, parce qu'on parle de seniors et je pense que je suis donc concerné par cette slide-là. Merci Valentin, puisqu'effectivement, les salariés seniors sont majoritairement ceux qui qu'on traîne des durées moyennes les plus longues. On parle de seniors dès lors qu'on a plus de 50 ans, pardon. Donc voilà, je suis donc concerné par ce cas-là. Et la durée moyenne d'arrêt de travail est de 94 jours aujourd'hui pour un senior qui s'arrête. Donc, vous voyez, c'est le lien entre le fait que seulement 12% des arrêts de travail provoquent une durée d'arrêt qui est très longue, puisque c'est 94 jours, donc un peu plus de 3 mois d'arrêt de travail. Ouais. 3 mois, c'est pas neutre, hein. Ça commence à être des contextes dans lesquels on estime qu'une majorité des arrêts ou des renouvellements de ces arrêts-là ne sont plus dus aux pathologies d'origine. Je me suis cassé le bras, je suis arrêté, ou le pied, peu importe, je me suis arrêté, et il s'avère que j'ai passé tellement de temps en dehors de la structure, en dehors de mon entreprise, que j'ai une appréhension à reprendre. Et donc, le motif du renouvellement de l'arrêt n'est plus le motif d'origine. Passé 90 jours, ça commence à être une vraie vérité. Okay, eh bien, à partir du moment où on a fait ce constat-là, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est comment accompagner les arrêts de longue durée, comment accompagner ces salariés qui se trouvent dans cette situation d'arrêt de longue durée pour qu'ils puissent, quand ils sont en arrêt, revenir plus tôt, donc les accompagner dans cette reprise pour toute ou partie de leur activité, ou alors faire en sorte que ces arrêts-là aient moins d'impact, donc durent moins longtemps. C'est tout simplement comment accompagner le bien vieillir en entreprise. Tout simplement. OK. Pour passer à la slide suivante, c'est-à-dire qui va nous présenter les épisodes de Covid, je vous propose une petite pause avec une vidéo qui dure quelques instants pour vous présenter un petit peu les impacts qu'il y a eu réellement dans le cadre du Covid. L'impact Covid, si vous souhaitez avoir des précisions, encore une fois, on a dû extraire pour rendre ça simple et lisible. Toutes les données sont publiées sans filtre sur notre site, sur le comptoir de la nouvelle entreprise. Donc, vous pourrez aller les retrouver. Il y a une étude complète sur l'impact Covid qui est parue. Donc, pour avoir ces chiffres-là isolés. Ce qu'on sait, c'est que 13% des salariés se sont vus prescrire un arrêt maladie pendant la seconde quinzaine de mars. 13%, alors qu'on était seulement à 8% sur la première quinzaine, sur la période de l'année précédente. Donc, le Covid est devenu le premier motif des arrêts de travail sur la période, avec 26% des arrêts de travail au mois d'avril. D'accord ? C'était le plus fort de la crise. En tout et pour tout, au mois de juin, on était revenu à 19%. Voilà. Donc, on a été jusqu'à un quart des arrêts de travail liés directement au Covid. En tout et pour tout, l'épidémie de coronavirus a justifié environ 3,2 millions d'arrêts de travail pour les personnes vulnérables ou les personnes malades, mais surtout pour celles qui ont dû garder leurs enfants. Okay. J'avais un chiffre arrêté au 22 avril qui disait qu'il y avait à ce moment-là 2,3 millions d'arrêts pour garde d'enfants qui avaient été délivrés à la demande de l'employeur. Et ça, c'est du régime de chômage partiel. Okay. Alors, comme le montre aussi cette étude, on a un certain nombre de salariés qui avaient, et puis on constate aussi aujourd'hui qu'ils ont toujours des craintes pour revenir aujourd'hui dans l'entreprise, notamment par rapport aux risques sanitaires qui sont autour de le fait de générer des rencontres dans les bureaux, de travailler sur des espaces communs ou prendre des transports en commun. Donc, beaucoup de craintes par rapport à ces risques. Et donc, 11% des salariés souhaitaient se faire prescrire un arrêt de travail pour ne pas retourner au travail. Finalement, l'étude, on a regardé un petit peu les caractéristiques communes aux organisations pour lesquelles les salariés sont les mieux sortis. La première chose, c'est une culture du télétravail préexistant dans l'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient déjà mis en œuvre
que, comme disait tout à l'heure l'intervenante, un contrat ou une organisation au titre du télétravail, c'était plus facile pour eux de s'en sortir parce que les conditions de télétravail étaient déjà mises en application et c'était donc plus facile, aussi bien pour des points de vue techniques, mais aussi pour des points de vue pratiques, de s'organiser. Et donc, les salariés étaient plus facilement mis en place. Et puis, la deuxième chose, c'est les entreprises qui avaient un plan de continuité d'activité suffisamment robuste pour pouvoir être adaptées. C'est-à-dire qu'on, voilà, l'idée est là, c'est-à-dire que la montée en puissance du télétravail a mis à l'épreuve ces plans de continuité d'activité. Et pour ceux qui avaient déjà des choses bien faites, ils ont pu bien mettre en place les choses et s'activer correctement par rapport à cette crise sans précédente. En fait, cette crise en matière d'absentéisme, cette crise, hormis ce qu'on vient d'évoquer, qui est le Covid en lui-même quand il frappe le salarié, c'est surtout qu'il a changé l'environnement de travail. Et quand on change l'environnement de travail, forcément, eh bien, on modifie les facteurs de risque auxquels sont exposés les salariés. Et ça a été ça se lit de manière très concrète, puisque on voit que les risques psychosociaux eh bien, sont passés devant en termes de nombre d'arrêts, de volume d'arrêts, sont passés devant en termes de causes devant les troubles musculo-squelettiques. Donc, on avait, je vous rappelle ce qu'on disait précédemment, on avait les maladies ordinaires. Ensuite, comme motif, on avait les troubles musculo-squelettiques, puis les risques psychosociaux. Et puis, à partir du mois de mai, de cette période Covid, eh bien, on avait un inversement de ces motifs-là. Et les risques psychosociaux sont passés devant les troubles musculo-squelettiques. Ils dépassent donc pour la première fois les TMS de 11% versus 9% en mars. C'était 9 versus 6 en avril et 12 versus 8 en mai. Voilà. Donc, on est vraiment passé sensiblement devant, tout simplement parce que les gens sont chez eux, ils sont peut-être moins exposés à des risques d'ordre physique, mais en revanche, plus à des risques d'ordre psychique. Alors, juste une petite parenthèse que je vais vous faire parce qu'il se trouve que pour le compte du MEDEF, je suis assesseur au tribunal social et je voulais vous faire un petit rappel par rapport au Code du travail. Alors, je ne suis pas avocat, mais en tout cas, le Code du travail prévoit que l'employeur se doit de veiller à la sécurité et à la santé physique et mentale de ses salariés. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, en termes de coûts, il y a une étude de l'OMS qui estime que le coût de l'absentéisme est de 1 000 milliards de dollars par an pour les coûts de troubles risques psychosociaux. Ça représente à peu près 2 à 3 milliards en France, soit entre 3 et 4% du PIB du pays. Autre tendance aussi, c'est que ces risques psychosociaux soient transformés en accidents du travail. Aujourd'hui, il y a 10 000 accidents du travail en France liés à ce risque-là. Ça représente quand même 1,6% de ces accidents. Ça peut être, par exemple, une personne qui est agressée sur son lieu de travail. Ça peut être l'exemple, par exemple, de l'agent de sécurité qui se fait agresser par une personne ou l'agent d'accueil qui se fait agresser par une personne. Ou très récemment, il y a une jurisprudence sur un chauffeur de bus qui s'est vu menacé et agressé dans son bus et la Cour de cassation lui a donné raison en mettant en faute l'entreprise pour la faute inexcusable par rapport à ça. Donc, et il faut savoir aussi, enfin, que par rapport à la reconnaissance de maladies professionnelles, notamment la dépression représente un taux est considéré comme maladie professionnelle et en général, c'est la source CPM. Ça représente un taux d'invalidité à 50%. Donc voilà, ayez bien en tête que ça peut aussi avoir des conséquences aussi sur votre taux d'accident du travail lorsqu'on parle de risques psychosociaux. Ok. Alors, moi, je vais vous évoquer une autre partie de l'impact Covid. C'est la partie sur la consommation de soins, puisque effectivement, en avril, on sait que 34% des salariés déclarent avoir renoncé au moins à un soin durant le confinement. D'accord ? Ça concernait pour 41% des soins dentaires, 27% un suivi médical régulier, donc le généraliste, le spécialiste tout simplement, et 22% des soins optiques. D'accord ? Dans les raisons qui sont évoquées, il y avait la fermeture des établissements pour 40% des cas, le respect des consignes sanitaires pour 35%, la crainte d'une contamination, ou la volonté de ne pas alourdir la charge des professionnels de santé. Mais en tout état de cause, ce qui résulte de tout ça, c'est que l'état de santé des salariés, des Français de manière générale, s'est vu dégradé.
Et ça, ça va représenter un risque. Ça représente déjà un risque qui pèse sur l'entreprise. Et puis, il va se concrétiser petit à petit quand les mois vont passer. La part des salariés, pour votre information, quand on les interroge, la part des salariés qui estiment leur état de santé plutôt moyen, voire mauvais, d'accord, est passée de 15 à 19% entre mars et mai. Ce qui est quand même révélateur de ce phénomène. D'accord. Le risque pour l'entreprise, c'est tout simplement une aggravation de l'état de santé des collaborateurs, d'accord, parce qu'il n'y a pas eu les soins, parce qu'il n'y a pas eu de prévention sur ces soins-là, parce qu'il n'y a pas eu de dépistage des maladies. Tout simplement, on a décalé la prise en charge de ces pathologies, quelles qu'elles soient, et par conséquent, on a moins la possibilité de faire de la prévention, voire plus du tout. Et puis, on arrive sur on intervient à des moments où il va falloir soigner une pathologie qui s'est potentiellement aggravée. Et il y a deux chiffres qu'on a fait ressortir, deux évolutions de chiffres qu'on a fait ressortir et qui montrent bien, qui rendent ça très palpable. C'est la hausse des arrêts pour les troubles. Alors là, on les a pris pour les troubles psychologiques, donc les risques psychosociaux, ce qui rentre dans la grande case des risques psychosociaux, les dépressions, l'anxiété, le stress, le burn-out. Et on voit l'évolution entre début 2020, avril 2020 et juin-septembre 2020. Donc, on a doublé. D'accord. Et en revanche, quand on fait le parallèle et qu'on interroge là les professionnels de santé, eh bien, il y a une baisse des arrêts, parce qu'il y a une baisse des consultations, tout simplement, pour les maladies chroniques. Tout ce qui est diabète, hypertension, cancer, les maladies, toutes les pathologies lourdes, eh bien, il y a une baisse des consultations, donc il y a une baisse des nombres d'arrêts. En fait, elles n'ont pas disparu, c'est juste qu'elles ne sont pas apparues lors de ces consultations, puisque ces consultations ont été décalées. Donc, quand elles sont prises en charge, on ne pourra plus les prévenir et on les prendra en charge un peu plus tard, donc dans un état un petit peu aggravé. Et ça, derrière, ça va être de l'arrêt pour l'entreprise. Ça va représenter des arrêts maladie pour l'entreprise. Alors, effectivement, outre le coût, les conséquences de l'absentéisme en entreprise sont nombreuses. Il y a bien sûr les difficultés d'organisation pour 52% des dirigeants qui sont interrogés, le remplacement des salariés absents pour 49% d'entre eux, le coût de la gestion pour l'entreprise, 22%, l'impact sur la motivation et l'engagement des autres salariés qui sont présents dans l'entreprise pour 22%, et puis effectivement aussi sur le résultat et la performance de l'entreprise. Donc, un arrêt de travail, évidemment, ça a des conséquences aussi financières. On voulait aussi rajouter avec Valentin une autre notion, parce qu'il y a un autre risque qui existe de l'entreprise, à part l'absentéisme, c'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire le fait que le collaborateur vienne travailler malgré le fait qu'il soit malade. C'est le cas effectivement aujourd'hui, il y a une étude chez nous qui estime qu'un salarié sur 5 n'a pas respecté son arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il est venu travailler malgré le fait que son médecin lui donnait un arrêt de travail. Donc, quels sont les risques d'avoir un salarié qui soit présent sur l'entreprise en étant physiquement atteint? On estime que c'est 33% de perte de sa productivité dans l'entreprise. Et puis, j'ai trouvé une étude au niveau du Royaume-Uni qui estime à 1,5 fois le coût de l'absentéisme par rapport au présentéisme. C'est-à-dire que le présentéisme coûterait 1,5 fois plus cher à l'entreprise que l'absentéisme. Alors, Valentin, on a évoqué un certain nombre d'éléments sur aujourd'hui de manière factuelle la situation de l'absentéisme. Et puis, au début de l'entretien, on avait évoqué deux questions qu'on avait mis en avant pour essayer de prévenir les choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire aujourd'hui pour essayer d'animer cette problématique au sein de l'entreprise, pour essayer de trouver des solutions pour réduire cet absentéisme. Alors, il y a l'échange sportif déjà dans un premier temps, je crois. Oui, alors nous, ça fait partie du catalogue de solutions que nous pouvons proposer, des acteurs sur le marché, vous en trouverez probablement d'autres. En tout état de cause, il s'avère que nous accompagnons nos clients sur ces sujets-là. Et par exemple, ce qu'on propose dans notre catalogue de dispositifs de prévention, c'est la mise en place d'un dispositif qui est un challenge sportif. L'idée, c'est de mettre à disposition une application, tout simplement, qui va permettre aux entreprises de créer des équipes au sein de la manière dont ils veulent, fixer un objectif et l'outil
va en fait mettre les groupes de salariés de votre entreprise en challenge autour soit de la course à pied, soit du vélo, soit de la natation, ce que vous voulez, c'est vous qui définissez. Vous pouvez même le faire en disant que vous allez verser X euros pour les challenger au titre d'une association caritative ou que sais-je. Nous, on l'a déjà fait. Et l'idée, c'est de recréer de la cohésion d'équipe, de recréer un esprit d'entreprise autour d'une cause commune qui en plus est une cause, c'est le sport. On utilise le sport pour ça et qui va avoir un effet sur l'état de santé du salarié. Concrètement, puisqu'on sait que la moitié de notre état de santé est induit par nos comportements. Et nos comportements, c'est ça, c'est comment je mange, comment je m'active, qu'est-ce que je consomme, quels sont nos comportements en termes d'addiction, etc. Donc le challenge sportif, au travers d'une application qui s'appelle Activity. Ouais. Alors, une deuxième chose qui s'est pas mal développée pendant ce confinement qu'on a découvert, c'est effectivement la téléconsultation. Nous, on propose également dans le deuxième avis médical. Hein. Ouais. Alors, la téléconsultation, effectivement, elle a connu un grand succès pendant cette période-là. On comprend aisément, on le propose. Mais en tout état de cause, ce n'est pas ce que j'ai souhaité vous mettre en avant. J'ai plutôt voulu vous mettre en avant le deuxième avis médical, qui est un service qui consiste tout simplement à mettre à la disposition donc, du salarié, de l'assuré, pour ce qui nous concerne, un professionnel de santé spécialisé dans le domaine qu'il aura choisi, qui va lui permettre d'avoir tout simplement un avis éclairé et désintéressé sur une pathologie lourde. Et par exemple, on peut considérer que la Covid rentre dedans aujourd'hui. Moi, ça a été le cas, je l'ai fait pour vous donner un exemple très concret. Lors de la première vague, j'ai été suspecté d'être atteint par le Covid, n'est-ce pas, Denis? Et quand mon médecin généraliste m'a donné le protocole de soins, il n'y en avait pas à l'époque d'officiel. On m'a donné ce qui se faisait en Australie. Et pour le coup, c'était le protocole contre la lèpre, je crois, je ne sais plus, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, ça m'a paru tellement dingue que j'ai souhaité consulter un deuxième médecin. Et donc, je l'ai fait au travers de cet outil-là qui m'a permis de me rassurer quant à ce qui m'était proposé face à cette pathologie lourde. Alors, tout à l'heure, on a parlé de sport collectif, en tout cas de challenge collectif. Est-ce qu'il y a aussi la notion de coach chez moi? Alors, coach chez moi, là, c'est encore un outil digital. Évidemment, on ne peut pas faire autrement actuellement que se développer au travers du digital, forcément. Coach chez moi, là, c'est tout simplement un coach stress, un e-coach stress. Donc là, ce sont 11 thématiques, 11 programmes qui vont vous être proposés pour tendre à améliorer votre appréhension du stress, de votre typologie et de votre niveau de stress et de mettre en face un programme qui va vous permettre de mieux le maîtriser. Alors, ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga. Il existe une application qui s'appelle Petit Bambou, qui le fait que sur le yoga. Eh bien, celle-ci, c'est un peu le même principe, mais qui le fait au travers de 11 thématiques différents, 11 programmes différents en fonction de la typologie de votre niveau de stress et vous permet aussi d'avoir un entretien avec un professionnel de santé. Sur les lignes psychologiques, peut-être, un mot? Les lignes de soutien psychologique qui se sont vues aussi très, très développées pendant cette période. C'est là tout simplement de mettre à disposition quasi tout le temps une écoute pour vos salariés, qu'ils soient frappés ou non par la pathologie. En tout état de cause, c'est de mettre en face d'une situation de souffrance psychique une réponse. Voilà. L'entreprise n'est pas forcément équipée. Eh bien là, c'est de mettre à disposition des psychologues 24 heures sur 24. Parenthèse sur les chefs d'entreprise où sur cette deuxième période de confinement, on a de plus en plus de chefs d'entreprise qui consultent ces lignes psychologiques. C'est intéressant. Enfin, les aides aux entreprises. Comment on peut aider les entreprises, Valentin? Alors, nous, on le fait de manière générale dans la gestion, dans l'accompagnement sur ces plans d'action de prévention. Après, il y a tout un tas d'aides qui sont des aides d'ordre financier. Mais alors là, pour le coup, moi, je sais qui ne sont pas de ma partie. Toutes les aides que nous avons mises à disposition vont être de cet ordre-là, d'accompagner les salariés en difficulté, que ce soit au travers de la gestion des difficultés sociales, des situations de fragilité, quand on est aidant, par exemple, ou quand on est nous-mêmes fragiles, considérés comme fragiles. Donc là, nous, on a des travailleurs sociaux qui sont à disposition de l'entreprise et de ses salariés pour les accompagner dans ces cas de figure-là. Et puis, tout à côté, ont été mises un certain nombre de dispositifs financiers, que là, tu maîtriseras probablement mieux que moi, Denis, sur l'exonération ou le report de toute ou partie, je crois, d'un certain nombre de cotisations. Oui, par exemple, sur je vais y arriver, la CCN des cafés et des restaurants,
la branche a décidé pendant 3 mois de suspendre en fait les versements, les paiements des cotisations ou des contrats santé et prévoyance. Voilà, c'est des choses qu'on met en place avec les organisations patronales et salariales pour essayer, en fonction des résultats de certaines branches, de faire bénéficier un maximum de faire baisser un maximum les frais occasionnés par rapport à ces aides-là. Il y en a plusieurs, mais celle-ci me paraît la plus notable en ce moment, en tout cas avec ce qui se passe sur cette deuxième période de Covid aussi. Ok, ben voilà, je pense qu'on a fini, Valentin, de faire ce rapide tour d'horizon sur l'absentéisme, notamment ce petit focus sur la partie Covid. Je ne voulais pas finir sans qu'on parle du patron du MEDES. Je vous ai mis le lien YouTube, puisque dans le cadre de nos interviews avec monsieur, David Abiker. j'avais perdu son prénom, David Abiker, évidemment, le patron du MEDEF était interviewé. Je vous ai mis le lien sur la présentation pour que vous puissiez écouter ce qu'il dit par rapport à cette reprise. Et en tout cas, je voulais vous remercier de votre écoute, et je laisse la parole à mes camarades qui vont reprendre la main, je pense, sur les autres sujets. Alors, merci Denis, merci Valentin. J'ai une question relative pour Marine, je pense. La question est la suivante. Un salarié a été hospitalisé en maison de repos suite à l'impact de la Covid sur son état psychologique. Est-ce qu'on peut le mettre donc en chômage partiel? D'accord. Alors, la difficulté va être effectivement qu'aujourd'hui, l'activité partielle est quand même limitée au cas donc, des personnes qui gardent leur enfant ou personnes vulnérables. Donc là, pour cette personne, de ce que je comprends, il faudrait qu'on vérifie, est-ce qu'elle rentre dans les critères des personnes vulnérables? Est-ce qu'elle peut ne pas faire de télétravail pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle? Moi, c'est uniquement cette solution-là que je vois pour cette personne. Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais effectivement, est-ce qu'elle a plus de 65 ans? Est-ce qu'au-delà du Covid, elle avait certaines fragilités qui nécessiteraient qu'elle soit positionnée en activité partielle? Ce sont ces interrogations-là qu'il faut se poser pour savoir si oui ou non cette personne peut bénéficier du dispositif d'activité partielle. Donc, je laisse maintenant la parole à Quentin. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de prendre une minute pour poser une petite question sur la première partie de la présentation concernant les tests, puisque je sais qu'il y a un encadrement fort qui est fait dans l'entreprise sur les tests, entre autres les tests salivaires, les tests capillaires par rapport au comportement addictif. Qu'en est-il par rapport à ces tests qui sont maintenant proposés de dépistage de la Covid? Est-ce qu'on est dans le même cadre juridique ou est-ce qu'il y a… Alors, disons que non, pour les tests, là, les tests antigéniques, c'est vraiment les seuls tests qui sont permis, et c'est vraiment pareil, c'est encadré, c'est uniquement le service de santé au travail qui peut le faire. Donc, il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans le règlement intérieur? Dans le règlement intérieur, voilà. Alors, disons qu'en fait, on va distinguer tests comportement addictif, on va les inscrire dans le règlement intérieur, parce que potentiellement, la personne qui a un test positif à un test addictif, on pourra prendre une sanction derrière. Raison pour laquelle on inscrit effectivement cette possibilité-là au sein du règlement intérieur. Là, quand on parle de tests antigéniques et pour savoir si la personne est oui ou non positive au Covid, on l'inscrirait plutôt, par exemple, au sein de la DER, où on aurait consulté le CSE avant, parce que là, ce sont vraiment des mesures de prévention. Le règlement intérieur a un côté un peu plus, on va sur le terrain disciplinaire. Donc, c'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Mais effectivement, tout à fait, comme vous le soulignez, on peut l'encadrer. On peut expliquer, par exemple, tout d'abord à notre CSE qu'on va permettre les tests antigéniques et inscrire finalement un protocole qu'on va annexer à la DER pour expliquer comment l'entreprise met en place ces tests de dépistage. Ce qui aura donc un effet contraignant sur le salarié. Enfin, alors non, il ne pourra pas s'y soustraire. Non, ça n'a pas d'effet contraignant. C'est vraiment le salarié normalement qui a la possibilité de le faire en entreprise, mais en aucun cas c'est contraignant. Ça s'explique notamment au regard du fait que l'employeur ne peut pas ou n'a pas le droit d'imposer ce test aux salariés. La question d'ailleurs qui se pose, c'est effectivement un salarié qui est positif au Covid et qui vient en entreprise, est-ce qu'on peut prendre une sanction derrière? Je ne sais pas si c'est un peu ça que vous voulez sous-entendre dans votre question, de l'imposer. C'est un peu le cheminement où effectivement je voulais aller. C'est la situation où on va se trouver avec un salarié qui potentiellement représente un risque et qui ne veut pas se soumettre à ce test-là parce que ça pourrait potentiellement, ici ou là, c'est le cas, lui générer une perte de salaire. Je comprends totalement. En réalité, on ne peut pas contraindre une personne à avoir un test. Ça, c'est pas possible. En revanche, une sanction peut être prise au regard du fait que le salarié, comme l'employeur, a quand même l'obligation,
au sein de l'entreprise d'avoir un comportement qui ne porte pas atteinte à la sécurité de ses collègues. Donc, c'est plus sur ce terrain-là qu'on irait pour le sanctionner, mais en aucun cas, on ne peut forcer une personne à subir un test, au regard notamment du fait que c'est quand même le test antigénique, c'est comme le test PCR. Le terme violent n'est pas bien adapté, mais disons qu'on ne peut pas contraindre une personne à subir un acte médical. Merci beaucoup. Donc, le report des charges sociales. Alors, vous savez que toutes les entreprises ont avaient initialement la faculté de reporter les cotisations patronales et salariales de chacun des mois considérés. Alors, il faut savoir que ça fait l'objet d'aucun texte, ce report de charges sociales, patronales et salariales. C'est uniquement des communications qui sont mises à jour mensuellement sur le site des URSSAF. Et au titre du mois de décembre, on a eu la communication qui a été faite récemment. Il était temps. On peut donc reporter les cotisations du mois de novembre, dont l'échéance arrive le 5 ou le 15 décembre selon les entreprises. Alors, il faut quand même maintenant remplir un formulaire de demande préalable auprès des URSSAF. Donc, c'est un petit formulaire sur le site Net Entreprise, le portail Net Entreprise de la société. Et en l'absence de réponse de l'URSSAF dans un délai de 48 heures, la décision est réputée acceptée. Donc, si vous souhaitez continuer à faire ce report de charges salariales ou patronales, bien prendre en amont, si vous êtes en échéance le 5, 2 jours avant, le formulaire. Si vous êtes en échéance le 15, 2 jours avant, pour pouvoir procéder à ce report. Le risque, si on ne fait pas cette demande, le risque, c'est que l'URSSAF considère qu'on n'a pas souhaité se mettre dans le champ des reports de charges sociales et patronales et donc nous calcule des majorations de retard. Bon, très franchement, beaucoup d'entreprises l'appliquent. Les échos qu'on a de la part des URSSAF par rapport à tout ça, c'est que pour l'instant, il y a une certaine largesse des URSSAF. On fera le bilan une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, c'est-à-dire que les URSSAF, on va en parler dans le cadre des plans d'apurement, se rapprocheront des sociétés pour faire le point sur la dette globale et mettre en place des plans d'apurement sur les cotisations. Je n'ai pas entendu encore des sociétés qui, parce qu'elles n'avaient pas rempli le formulaire, l'URSSAF a refusé le report et a envoyé des mises en demeure automatiques. Alors, les mesures d'exonération de charges. Bon, il y a 2 grands types de mesures d'exonération de charges. On a les mesures de la première période de confinement qui ont été votées au mois de juin 2020 et on a toute une deuxième série de mesures qui vont viser en fait la deuxième période de confinement qui viennent d'être votées dans le cadre du projet de loi de finances, dans la loi de finances de la sécurité sociale pour 2021. Premier point important, je vais rappeler à nouveau les premières mesures d'aide parce qu'il y a encore temps, si elles n'ont pas été mises en œuvre, d'en bénéficier puisqu'on a jusqu'au 15 janvier pour les mettre en œuvre. Bon. Ces mesures d'aide, quelles sont-elles? Il y a 3 typologies d'aide pour la première période de confinement. Il va y avoir des exonérations de cotisations patronales, première mesure, des aides au paiement des charges patronales et salariales, une aide au paiement, une sorte de chèque que va nous faire l'URSSAF pour payer nos cotisations, et des plans d'apurement. Pour ce qui est de la première mesure, la mesure qui concerne donc les exonérations de cotisations patronales. C'est quoi cette mesure déjà en elle-même? C'est tout simplement, eh bien, on va exonérer toutes les cotisations patronales sur une période déterminée. Donc ici, la période, ça va être de février à mai 2020. L'URSSAF va effacer toutes les cotisations patronales. J'attire votre attention quand même sur le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des salariés en activité partielle. Et comme les salariés sont en activité partielle, il n'y a pas de cotisation patronale sur l'indemnité d'activité partielle. Donc, c'est que si on continue à verser des salaires. Cette exonération de cotisation patronale sur cette période, elle est conditionnée à quoi? Elle est conditionnée au fait que la société relève d'un secteur dit prioritaire ou d'un secteur connexe. Les secteurs prioritaires, on a un décret avec une liste relativement longue. Le décret, il fait 2 pages. Et dedans, on va retrouver énormément de secteurs. On va avoir l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, l'événementiel, le transport aérien. Dès lors qu'on relève d'une liste dite d'un secteur prioritaire, eh bien, on peut automatiquement bénéficier de cette exonération de cotisation patronale sans même avoir à prouver une perte de chiffre d'affaires. La logique est toute simple, c'est qu'on considère qu'à partir du moment où on est dans un secteur prioritaire, c'est qu'on a eu une perte de chiffre d'affaires. Première typologie d'entreprise éligible. Secteur prioritaire, moins de 250 salariés. Deuxième typologie d'entreprise éligible, ce sont les entreprises qui relèvent d'un secteur connexe.
Alors, un secteur connexe, c'est pareil. On a un décret qui vient nous fixer la liste de ces secteurs connexes. On a l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire, le commerce de gros, lié au secteur de la restauration. Donc, toutes ces entreprises qui relèvent d'un secteur connexe de moins de 250 salariés peuvent bénéficier également de l'exonération de cotisations patronales sur la période février, mars, avril, mai, sous réserve, et là il y a une condition, sous réserve d'être en mesure de prouver une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le, alors je vous dis le principal, entre le 15 mars et le 15 mai 2020 versus le 15 mars et le 15 mai 2019. En gros, il y a une fenêtre, 15 mars, 15 mai. Il faut qu'on soit en mesure, sur cette période, de démontrer une perte de chiffre d'affaires de 80%. Quelques remarques par rapport à tout ce que je viens de dire. Premier point, ces entreprises de moins de 250 salariés, une question qui est revenue pas mal de fois. Quid, mon entreprise appartient à un groupe qui a plus de 250 salariés. Est-ce qu'elle est quand même éligible? La réponse est oui. L'effectif pour cette mesure s'apprécie uniquement au niveau de l'entreprise. Deuxième point, comment j'apprécie le secteur prioritaire ou le secteur connexe? Naturellement, on a toujours tendance à se référer à notre code APE. Mais le code APE, je vous rappelle que c'est comme pour les conventions collectives d'ailleurs, ce n'est qu'un indice pour déterminer quelle est votre activité principale. Votre activité principale, il faut la regarder en fonction de dans quel domaine vous allez faire majoritairement votre chiffre d'affaires, où sont affectés prioritairement vos salariés, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent de le déterminer. D'ailleurs, l'URSSAF a elle-même précisé que le code APE n'était qu'un indice pour déterminer l'activité principale. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises, tout simplement, ne font pas évoluer leur code APE au fil de l'eau. Donc voilà pour ce qui est de cette première mesure. Donc c'est une exonération de cotisation patronale sur la période de février à mai pour les entreprises du secteur prioritaire ou du secteur connexe qui sont en mesure de prouver une perte de chiffre d'affaires. Autres entreprises éligibles à cette mesure d'exonération, ce sont les entreprises qui ne relèvent ni d'un secteur prioritaire ni d'un secteur connexe, mais qui ont moins de 10 salariés et dont l'activité a été interrompue à la suite d'une fermeture administrative. Pour ces entreprises, eh bien, on n'a pas besoin de prouver d'être dans un secteur prioritaire ou dans un secteur connexe. Si on a eu une fermeture administrative, on va également pouvoir bénéficier de l'exonération. Donc, les périodes concernées, on les a vues sur l'exonération. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est 1er février, 31 mai. Pour les employeurs de moins de 10 salariés, c'est 1er février, 30 avril. Et pour les employeurs, pour l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, c'est 1er février jusqu'au dernier jour. On y reviendra, ça sur la deuxième série d'aides, ça sera un peu plus clair pour vous. Alors, comment elle s'applique, cette exonération? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était automatique. C'est automatique dans le sens où vous rentrez automatiquement dans le champ d'application, mais vous devez quand même avoir une action positive. Donc, c'est une exonération qui va s'appliquer sur la quasi-totalité des cotisations patronales, à l'exception des cotisations de retraite complémentaires et des cotisations contributions accident du travail. Et cette exonération, elle va s'appliquer en DSN, c'est-à-dire qu'il y a un bloc dans la DSN. Donc la DSN, je vous rappelle que c'est le mécanisme de la déclaration sociale nominative qui vous permet, par voie dématérialisée, de transmettre le flux de cotisations auprès de l'administration. Cette DSN, il y a un bloc qui a été créé, qui est le bloc 22. Enfin, ce n'est pas un bloc 22, c'est une maille du bloc 22 qui a été créée, qui permet de déclarer le montant de ces exonérations de manière générale. Il n'y a pas en soi comment dire, il n'y a pas en soi de contrôle préalable de l'administration. C'est-à-dire que ça s'applique automatiquement si vous le faites dans la DSN. C'est-à-dire que vous déclarez votre exonération en DSN, l'administration, elle va pas vous dire oui, non. Vous le faites et vous prenez les responsabilités de considérer que vous êtes une entreprise éligible. Et si jamais il y a une erreur, eh bien, potentiellement, il y aura un contrôle de l'URSSAF qui viendra réintégrer. Donc ça, c'est pour l'exonération des cotisations patronales. La deuxième mesure, c'est l'aide au paiement des charges sociales. Alors, qu'est-ce que c'est cette aide au paiement des charges sociales? Cette aide au paiement des charges sociales,
C'est exactement comme l'exonération pour le champ d'application, ça veut dire que toutes les entreprises que je viens d'évoquer, les entreprises de moins de 250 salariés d'un secteur prioritaire, les entreprises de moins de 250 salariés d'un secteur connexe qui ont une perte de chiffre d'affaires de plus de 80%, et les entreprises de moins de 10 salariés qui ont une fermeture administrative vont également pouvoir bénéficier de cette deuxième mesure de l'aide au paiement des charges sociales. Et cette deuxième mesure, en fait, c'est tout simplement une sorte de crédit que va vous octroyer l'URSSAF. Un crédit de 20% de tous les revenus d'activité qui ont été versés sur les périodes précédemment rappelées, 1er février, 31 mai, ou fin avril pour les entreprises de moins de 10 salariés. On va prendre un exemple très simple. Une entreprise, sur la période 1er février, 31 mai, a versé 1 000 € de salaire à certains salariés qui ont continué, qui n'étaient pas en activité partielle. Cette entreprise, c'est une entreprise du secteur prioritaire. Sur ces 1 000 € de salaire, elle aurait dû payer 400 € de charges patronales. Eh bien, ces 400 € de charges patronales, via le premier dispositif d'exonération, eh bien, elles vont sauter. Deuxième mesure, puisqu'il restera des charges quand même, notamment les charges salariales, qui sont la charge des salariés, c'est ce crédit, ce fameux crédit de 20%. Mais ce crédit de 20%, il est calculé sur la base de ces 1 000 €. Donc, 20% de 1 000 €, ça fait 200 €. Donc, on va avoir un crédit de 200 € qui va nous permettre de payer nos cotisations, notre dette, donc notamment les cotisations salariales, ou alors les cotisations courantes. C'est une sorte de crédit qui va rester sur la tête de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse purger. Initialement, ce crédit il pouvait être utilisé jusqu'au 31 décembre 2020 et l'URSSAF a accepté que ce crédit soit reporté sur 2021 si l'entreprise n'avait pas pu l'utiliser en totalité. De la même manière que pour l'exonération, le premier dispositif qui est l'exonération de cotisation, de la même manière que pour l'exonération de cotisation, c'est automatique, c'est en DSN, c'est l'employeur qui fait la déclaration et ça va créer son crédit dès lors qu'il aura opéré cette déclaration. Initialement, alors c'est pour ça que je vous ai à nouveau rappelé ces mesures ce matin, initialement, ces mesures, elles devaient être déclarées sur les DSN du 5 ou du 15 novembre. Donc là, on est en décembre, c'est trop tard. Toutefois, à la suite d'un décret et des précisions de l'URSSAF, il est admis que ces reports soient faits sur les DSN du 5 ou du 15 janvier 2021, ce qui nous laisse encore une vingtaine de jours. Pourquoi, enfin, voire même un mois. Pourquoi ces reports? Parce que les URSSAF, tout simplement, se sont rendus compte que de nombreuses entreprises qui étaient éligibles à ces dispositifs ne les avaient pas mises en œuvre par manque de temps, par difficulté de compréhension des dispositifs. Donc, je vous conseille de vérifier que cela a bien été le cas et de vérifier la bonne application de ces dispositifs. Troisième dispositif que j'évoquais, c'est le plan d'appurement. Le plan d'appurement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en soi toutes les entreprises qui sont éligibles au plan d'appurement et ce, sans condition d'effectif. Ce plan d'appurement, c'est quoi? C'est en gros, on va aller constater la dette URSSAF des entreprises initialement au 30 juin et sur cette dette au 30 juin, eh bien, l'URSSAF va proposer aux entreprises ou alors les entreprises vont solliciter auprès de l'URSSAF, ça dépend de leur effectif, la mise en place d'un plan d'échelonnement sur 36 mois ou moins de leur dette pour avoir une temporalité dans les remboursements. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu le deuxième confinement et beaucoup d'entreprises ont renouvelé à nouveau ces reports de cotisation. Et donc, ce plan d'appurement qui devait être arrêté au 30 juin, il a été reporté. Et désormais, on va regarder la dette au 31 décembre 2020 pour déterminer la mise en place d'un plan d'appurement. Donc, en gros, pour ce dispositif, il n'y a pas d'urgence. On regardera votre dette au 31 décembre 2020. Et avant la fin du mois de mars, soit l'URSSAF vient vers vous si vous avez moins de 250 salariés, soit vous devez vous rapprocher de l'URSSAF si vous avez plus de 250 salariés. Et vous mettez en place un plan d'appurement sur toute votre dette existante au 31 décembre. Donc, j'ai beaucoup de questions de clients qui me disent j'ai mon PGE, j'ai encore un peu de PGE, est-ce que je dois l'utiliser pour aller purger ma dette URSSAF? Non, utilisez votre PGE pour la relance post-confinement. N'utilisez surtout pas votre PGE pour purger votre dette URSSAF, puisque vous allez pouvoir le faire au fil de l'eau dans le cadre d'un plan d'appurement.
Donc ça, c'est le plan d'appurement, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Quatrième, dernière mesure, c'est la remise partielle de cotisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette remise, elle s'adresse uniquement aux employeurs qui ne sont pas éligibles au tout premier dispositif qu'on a évoqué, à savoir l'exonération de cotisation patronale, au deuxième dispositif qui est l'aide au paiement des charges salariales et patronales de 20%. Et donc, toutes ces entreprises qui ne sont pas éligibles à ces deux dispositifs et qui ont moins de 250 salariés, elles ont la faculté, dans le cadre de la mise en place du plan d'appurement que je viens d'évoquer sur la dette existante au 31 décembre, de solliciter une remise partielle de cotisation patronale qui aurait dû être payée sur la période du 1er février au 31 mai. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est-à-dire que les entreprises qui ne sont pas d'un secteur prioritaire ou d'un secteur connexe, mais qui ont quand même subi une perte de chiffre d'affaires importante, elles vont attendre le 31 décembre. Le 31 décembre, je dis n'importe quoi, elles ont une dette sur toute la période de l'année 2020 de 15 000 euros. Parmi ces 15 000 euros, la dette afférente au 1er février au 31 mai, ça représente 4 000 euros. Eh bien, ces sociétés qui ont moins de 250 salariés, dans le cadre de la mise en place du plan d'appurement pour purger cette dette de 15 000 euros, elles vont pouvoir dire excusez-moi, voilà, moi je suis éligible aux remises partielles de cotisation, donc merci dans le cadre du plan d'appurement de me remettre partiellement les cotisations dont j'aurais dû m'acquitter sur la période 1er février 31 mai. Pour l'instant, on n'a aucune lisibilité sur cette mesure parce qu'on n'a pas de décret, on ne sait pas du tout comment ça va être appliqué par les URSSAF, mais dans le cadre du plan d'appurement, si vous avez moins de 250 salariés et que vous n'avez pas été éligible au dispositif d'exonération de charges ou d'aide au paiement des charges sociales, eh bien, pensez à solliciter cette remise partielle si l'URSSAF ne le fait pas d'elle-même. Donc voilà pour toute cette première série d'aides qui a été votée et qui a été reportée notamment pour le plan d'appurement. Donc on bascule sur la deuxième série d'aides qui vient d'être votée par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Alors vous allez voir, grosso modo, les dispositifs, ils sont peu ou prou identiques au premier que je viens d'évoquer, avec quelques petites différences et surtout des périodes d'application différentes. Bon. On va retrouver toujours la même chose, une exonération de cotisation patronale et une aide au paiement des charges salariales et patronales de 20% des revenus d'activité. Qui est éligible à cette nouvelle série d'aides? On va avoir les employeurs de moins de 250 salariés qui ont été affectés par le Covid, première condition, on verra comment on détermine cette condition, et condition cumulative, qui exercent leur activité dans un secteur du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel ou d'un secteur qui en dépend. Donc ici, on est sur quelque chose de plus restrictif dans les secteurs que les premières mesures d'aide. Je vous rappelle que les premières mesures d'aide, c'était les secteurs prioritaires ou les secteurs connexes avec toute la liste qui avait été fixée par décret. Là, on a des secteurs qui sont limitativement listés dans le cadre de la loi. Donc, moins de 250 salariés qui, ont été affectés par le Covid, dans le cadre de leur chiffre, dans leur chiffre d'affaires, et 2, relèvent de secteurs limitativement listés par la loi. Deuxième, les autres conditions. Comment on fait pour déterminer si on a été affecté par le Covid? Eh bien, ce sont soit les entreprises qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public, donc tout ce qui est les restaurants, on va avoir, ça va être principalement les restaurants, tous ces secteurs-là, les cultures, les salles de sport privées, etc. Qui ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50%. Alors pourquoi ce ou? C'est vrai que quand on regarde la liste qui a été listée, c'est tourisme, restauration, hôtellerie, sport, culture, transport aérien. Eh bien, le ou, parce que dans cette liste, il y a certains secteurs tout simplement qui n'ont pas été fermés. Je pense aux hôtels, ils sont tout simplement, ils peuvent rester ouverts, mais via le confinement, automatiquement, ils ont une baisse d'activité extrêmement importante. Pareil, le transport aérien. Dans le transport aérien, le secteur, il fonctionne encore, mais ils ont une baisse d'activité importante. Raison pour laquelle, pour déterminer si on est particulièrement affecté par le Covid, on a soit une fermeture d'accueil au public, soit une baisse de chiffre d'affaires de moins 50%.
Un élément qui a été rajouté, mais je ne pense pas que ça vous concerne, c'est les clubs sportifs professionnels de moins de 250 salariés peuvent également bénéficier de ces dispositifs sans avoir à prouver une baisse d'activité quelconque. Deuxième typologie d'entreprise éligible, ce sont les employeurs de moins de 250 salariés qui ne relèvent pas des secteurs qu'on vient d'évoquer et qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Typiquement, ça va être les boutiques de centre-ville qui ont moins de 50 salariés. Eh bien, elles ne sont pas dans un secteur prioritaire ou connexe et elles ont bien fait l'interdiction d'accueil au public puisqu'elles ont dû fermer rideau et donc elles vont être éligibles à ces dispositifs. Alors, ces dispositifs, elles portent comme la première loi de finances, la loi qui a été votée en juin, sur l'exonération de cotisations patronales et l'aide au paiement des charges. Mais comme je vous l'ai indiqué, les périodes sont différentes automatiquement. Les périodes, quelles sont-elles? Sur quelle période on va bénéficier de ces aides et ces exonérations? La première période, ça va être septembre à novembre 2020 pour les secteurs géographiques dans lesquels on a eu des mesures de restriction avant le 30 octobre 2020, notamment dans la région d'Aix-Marseille. Ce sont les premiers à avoir subi des fermetures de restaurants, notamment des couvre-feux assez importants avant même le 30 octobre. Et donc, eux, ils vont être éligibles dès le 1er septembre à tout ce panel de mesures. Pour tous les autres secteurs, c'est du 1er octobre au 30 novembre. Donc, en gros, les secteurs fermés avant le 30 octobre, 1er septembre, 30 novembre. Les secteurs fermés après le 30 octobre, 1er octobre, 30 novembre. Alors, une question ici qui vient tout de suite, et quid du mois de décembre? Parce que pour l'instant, on est toujours fermé, on est le 5 décembre et il n'y a pas de mesure qui est prise dans le cadre de cette loi. Eh bien, le gouvernement a annoncé de nouvelles séries d'aides, une prolongation de ce dispositif. Pour l'instant, on n'a pas de texte. Je pense que le décret devrait intervenir courant décembre. J'ai eu un communiqué ce matin de Bruno Le Maire, qui devait être interviewé quelque part, qui a indiqué que les exonérations de charges allaient se poursuivre aussi longtemps que nécessaire sur l'année 2021. Donc, en gros, tous ces dispositifs vont être reconduits au fil des mesures de restriction de déplacement qui seront prises. Alors, on en a fini pour cette deuxième série d'aides. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aides? Est-ce que vous avez fait des demandes d'aide et vous avez eu des difficultés pratiques dans les déclarations? Enfin, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ce sujet. Quentin, je vous ferai part des questions si toutefois il y en a. J'ai une question notamment là que je vous lis en direct. Bonjour, notre activité a été listée sur les secteurs connexes début novembre. Comment fait-on pour obtenir la rétroactivité depuis juillet? Alors, effectivement, ces listes, elles ont évolué au fil de l'eau, ce qui a bien complexifié le débat. Donc, votre activité est sur une liste des secteurs connexes. Donc, premier point, ce n'est pas automatique. Vous pouvez bénéficier de toutes les mesures qu'on vient d'évoquer, sous réserve de prouver une perte de chiffre d'affaires de au moins 80% sur la période mars-avril 2020 versus 2019. Premier point. Si tel est le cas, vous allez pouvoir bénéficier de manière rétroactive, même pas depuis juillet, mais depuis février, des mesures d'exonération. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier sur la période février, mars, avril, mai, de l'exonération de cotisations patronales et de l'aide au paiement des charges patronales et salariales de 20% des revenus d'activité qu'on a évoquées. Sur juillet, août, septembre, il n'y a pas de mesure d'aide pour l'instant. La deuxième période, enfin juillet-août, pardon, il n'y a pas de mesure d'aide. La deuxième période, c'est septembre, octobre, novembre. Donc, vous allez pouvoir bénéficier sur cette première période et vous devez absolument faire votre opération en DSN au plus tard, pour bénéficier de manière rétroactive de ces mesures, au plus tard le 5 ou le 15 janvier. D'accord? C'est-à-dire que le 5 ou le 15 janvier, ça dépend de votre date de déclaration de vos cotisations, on va partir du postulat que c'est le 5, eh bien, avant le 5 janvier, vous devez remplir votre DSN et dans le cadre de la DSN, dans les blocs déterminés, mentionner votre exonération de cotisation patronale
sur la période février, mars, avril, mai, et l'aide au paiement des charges sur cette même période. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième série d'aides qui va s'appliquer sur octobre, novembre et peut-être décembre, on attend le décret, mais enfin, c'est pas peut-être, c'est sans aucun doute, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire avec certitude parce qu'on n'a pas de texte. Pour cette deuxième série d'aides, pour l'instant, c'est en stand-by. Vous n'avez pas d'opération à faire puisque on n'a pas les décrets d'application, on n'a aucune communication de l'URSSAF, donc on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc pour l'instant, la seule opération que vous devez faire absolument, c'est votre DSN de janvier pour rattraper votre période février, mars, avril, mai. Et ensuite, sur la deuxième période qui est octobre, novembre et sûrement décembre, on attend, on verra quels seront les textes. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à prendre, à écrire si jamais ça n'a pas répondu totalement à votre question. Merci Quentin. Je vous ferai part des autres questions s'il y en a. Alors, autre élément qui a été pérennisé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'exonération de l'activité partielle. Je vous rappelle qu'il y a eu un débat là-dessus, maintenant c'est très clair. Les allocations d'activité partielle sont exonérées de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dans la limite pour la fraction inférieure à 3,15 SMIC. Cette exonération, attention, elle n'induit pas le non-paiement de cotisations et de contributions de sécurité sociale, puisqu'on considère que c'est un revenu de remplacement et il faut donc quand même payer la CSG-CRDS au taux de 6,20 plus 0,5%, donc 6,7%. Et la question du coup sous-jacente, comme je ne paye pas de cotisation retraite, quid, est-ce que ça va être pris en compte pour la retraite, les allocations d'activité partielle? On a un décret qui est paru, il y a 2 points. La retraite, vous savez, en France, il y a le système de base et le système de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Pour ce qui est du système de base, le décret vient nous dire expressément que les périodes au titre de l'activité partielle ouvrent droit à trimestre. Autrement dit, un salarié qui a été mis en activité partielle sur toute l'année 2020, eh ben, il va avoir 4 trimestres comme s'il avait travaillé habituellement pour le calcul de sa retraite. Donc, incidence neutre. Pour ce qui est de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, eh bien, les salariés vont bénéficier de points comme s'ils avaient continué à travailler avec uniquement une franchise de 60 heures par an. Donc, autrement dit, un salarié qui a été mis en activité partielle de mars 2020 à décembre 2020, il va avoir des points Agirc-Arrco comme s'il avait continué à travailler, sauf sur 60 heures, ce qui correspond peu ou prou à 1 semaine et 4 jours de travail. Et j'en ai fini pour ma partie, pile poil dans les temps. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Je n'ai pas eu d'autres questions. De toute façon, donc, le support de présentation sera accessible donc, en replay avec notamment donc, vos coordonnées. N'hésitez pas à ajouter donc, vos coordonnées directes à Marine et Quentin avec vos numéros de portable pour qu'on puisse vous contacter s'il y a des questions supplémentaires particulières. Voilà, ben, je vous remercie à tous. Merci à vous. Merci Bonne Quentin. journée. Merci Denis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci, au revoir. Au revoir.